Pour le prix Henri Langlois, je voudrais également remercier Frédéric Vidal, Pierre-Henri Langlois, Stéphane Melcury, leur équipe, sans qui cette rencontre ne serait pas possible. Pour notre équipe, pour la Commission française pour l'UNESCO, je voudrais tout particulièrement remercier Catherine Gallo, Carole Godin, Alizé Coulet et l'ensemble de l'équipe pour leur soutien. Et bien sûr pour le CNC, Pierre-Emmanuel, avec qui on a concocté en quelque sorte cet événement il y a quelques semaines ou quelques mois. Michel Plazanet, Catherine Souris-Desrosiers, Aurore Jenkins et également Carole Beffa, qui est membre de notre commission, qui nous a aidé également à penser cet événement. Je me tourne tout de suite. Alors, je vais essayer d'être très sévère dans le temps de parole. On va essayer, pour garder un peu de temps d'échange avec le public, parce qu'on doit enchaîner après sur la cérémonie qui est à 20h, le temps que tout le monde descende par les ascenseurs, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Donc, je vous propose qu'on cible 7 à 8 minutes chacun pour un premier round, afin de laisser de la place à la discussion entre vous, puis avec le public. Alors, je me tourne tout de suite vers Pierre-Emmanuel Le Cerf. Alors, Pierre-Emmanuel, vous avez une double casquette. Vous êtes directeur des affaires juridiques et financières, d'une part, et également directeur des affaires européennes et internationales du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le CNC a bientôt 70 ans. Peut-être vous pouvez nous rappeler quelques fondamentaux du système français dans le domaine du soutien à la création cinématographique et pourquoi le CNC s'intéresse-t-il plus particulièrement à la diversité des expressions culturelles. La question qui est posée, à savoir le CNC à 70 ans, mais qu'est-ce qui, dans son histoire, fait qu'il résonne de thématiques qui sont aujourd'hui étonnamment modernes et qui se retrouvent d'ailleurs beaucoup dans la Convention UNESCO de protection de la diversité culturelle. Je dirais qu'il y a 3 jalons dans l'histoire du CNC qui illustrent cette modernité dans les principes fondamentaux qu'on retrouve aujourd'hui dans la Convention. D'abord, le CNC, au départ, dans les années 30, c'est une idée qui vise à résoudre un problème franco-français qui est que les exploitants et les distributeurs ne s'entendent pas, se brouillent très souvent pour des sujets financiers de remontée des recettes. Ils ne se font pas confiance. Et donc, on décide de réguler le secteur avec un acteur, soit corporatiste, soit étatique, qui sera là pour mettre un peu d'ordre, puisque les distributeurs, par exemple, ou les producteurs estiment que les exploitants ne font pas assez remonter de recettes. Donc ça, c'est un sujet franco-français. Mais le CNC n'est pas créé avant-guerre, il est créé après-guerre, et en fait, sur une autre idée qui est beaucoup plus internationale, qui est l'idée justement de la diversité culturelle. Le CNC est créé quelques mois après la signature d'un accord qu'on appelle l'accord Bloom-Burns entre le gouvernement français et le gouvernement américain, qui, en échange de la liquidation de la dette de guerre de l'État français et en échange d'une aide très importante des États-Unis, vise à libéraliser le secteur cinématographique français. Avant-guerre, il y avait un contingentement des importations, notamment de films américains, et après-guerre, il n'y a plus de contingentement, donc les barrières douanières, les barrières à l'entrée des films américains n'existent plus. Mais ça va beaucoup plus loin, cet accord. Cet accord dit, sur un trimestre, vous pourrez diffuser pendant 1 mois des films français. Ce qui revient étrangement, dans un pays comme la France, à contingenter sa propre production nationale. C'est-à-dire qu'après-guerre, alors que l'économie française est dévastée, alors que sa culture est mal au point, un accord international avec le gouvernement américain vise à restreindre la souveraineté culturelle de la France, puisqu'il n'y aura que 1 mois sur 3 où pourront être diffusées des œuvres françaises. C'est un sursaut national, l'accord sera d'ailleurs renégocié, et le CNC est créé. Et ça, c'est important quand on réfléchit à la Convention de 2005, c'est-à-dire la protection de la diversité culturelle, c'est aussi la protection de la souveraineté et de l'expression de sa propre culture. Et en France, dès 1946, on s'y intéresse. Ça, c'est le premier point, sur ce culturel, diversité culturelle. Deuxième point, 1959. Au départ, le CNC, il est envisagé comme un outil de politique industrielle, en fait. Il faut reconstruire la France, il faut lui garantir une certaine culture, mais il faut structurer la filière cinématographique, parce qu'à l'époque, c'est 400 000 emplois. Aujourd'hui, c'est 300 et quelques, mais à l'époque, c'est très, très important pour l'économie française. Puis petit à petit, on va se dire, mais ce n'est pas qu'une industrie, c'est aussi de la culture. Et en 1959, le CNC, qui était rattaché au ministère de l'Industrie, il va être rattaché au ministère de la Culture. Et ce rattachement est extrêmement symbolique pour dire que le cinéma,
c'est un art comme les autres, un art noble, et il doit bénéficier d'une politique culturelle. Et ça se ressent aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi le budget du CNC, sur les 700 millions d'aides que l'on a, il y a des aides qui ont une vocation économique, à financer de l'emploi, de la production en France, mais il y a aussi des aides pour des auteurs, pour le renouvellement des auteurs, pour des arts un peu particuliers qui ne trouveront pas tout de suite leur public. Donc il faut de l'aide publique pour que petit à petit, cette culture fasse son chemin. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les aides sélectives, et la plus emblématique d'entre elles, c'est l'avance sur recette pour les films français, et Marianne en parlera, pour les coproductions internationales, l'aide au cinéma du monde. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui on est le pays qui a le plus d'aides pour les cinémas étrangers via l'aide au cinéma du monde. Donc, importance du cinéma comme culture, importance du cinéma comme souveraineté nationale. Troisième aspect, les années 80 jusqu'à nos jours, c'est le tournant technologique et le tournant de la mondialisation. Le CNC, finalement, il vivait dans les années 50, 60, 70 sur des aides de plus en plus culturelles à une industrie qui se faisait essentiellement via des entrées en salle. Et puis arrive la télévision, puis arrive la vidéo, puis arrive l'Internet, de nouveaux marchés de diffusion, avec le risque à chaque fois que le cinéma et son modèle soient mis en péril, puisque de moins en moins de gens vont dans le cinéma. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va adapter le modèle du CNC par des financements nouveaux. C'est-à-dire qu'avant, le principe du CNC, c'est la diffusion, les marchés de la diffusion financent la création, c'est-à-dire les auteurs et les producteurs. Donc avant, c'était une taxe sur les billets d'entrée du cinéma qui finançait le CNC. Après, on va avoir une taxe sur les télévisions, puis une taxe sur les ventes de vidéos, physiques, puis vidéo à la demande. Et puis après, on taxera l'Internet et ses abonnements, puisqu'on estime que quand quelqu'un s'abonne, ce n'est pas seulement pour faire des emails, c'est aussi pour voir du contenu audiovisuel et cinématographique. Donc ce tournant technologique, il a été fondamental pour que le système ne périclite pas. Donc un sujet extrêmement important pour nous aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 1946, la protection de la souveraineté nationale, parce qu'il y a un besoin de diversité des expressions en France et dans le monde. Deuxièmement, il y a un besoin d'affirmer le cinéma comme un art et une culture à part entière, ce n'est pas seulement un divertissement. Troisièmement, il faut constamment adapter les modèles en fonction des changements technologiques et de l'ouverture des frontières. Et notamment, aujourd'hui, se pose la question du numérique. On a beaucoup défendu le système français, son cinéma et les cinémas étrangers via, par exemple, des quotas à la télévision. C'est beaucoup plus difficile sur Internet. Donc, il faut constamment réfléchir à l'évolution des systèmes, en France comme à l'étranger. On parle beaucoup avec nos homologues, pour que cette diversité culturelle, dans cet océan qu'est l'Internet, qui est une opportunité formidable pour l'expression, mais qui est aussi un danger, puisse continuer à vivre.